Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Montage de Femmes. Aujourd'hui, nous n'allons pas vivre une émission où nos experts ou nos invités vont nous partager leur expertise ou leurs avis, mais nous allons écouter le témoignage poignant d'une jeune dame qui a vécu une preuve avec une issue assez miraculeuse. Je ne vais pas vous en dire plus. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, mademoiselle Sedni. Bonsoir. Ça fait la deuxième fois que je vous reçois sur mon plateau. Oui. Mais aujourd'hui, pour une expérience particulière. Vous n'êtes pas là en tant que psychologue. Vous êtes là pour nous partager votre témoignage et comment la résilience vous a aidé à aller au-delà de cela. Il s'agit d'une jeune dame qui a grandi paisiblement avec les parents. À partir de 8 ans, commence à avoir des problèmes oculaires qui l'a conduit à porter des lunettes jusqu'à 17 ans. Une épreuve fait jour et surgit dans sa vie qui bouleverse pratiquement tout. De quoi s'agit-il plus concrètement? Comme je l'ai déjà dit, je portais déjà les lunettes. Oui. Donc, en fin 2016, je suis allée pour des soins annuels comme d'habitude. Et c'est là-bas que on m'a dit qu'il y avait certains trucs à rattraper. Donc, il fallait faire un laser. Donc, ils nous ont dit qu'il fallait faire le laser des 2 yeux. On a demandé le prix parce que je suis partie avec mon papa. Donc, on a demandé le prix. Quand ils ont dit le prix, j'ai dit, waouh. Là, dans les médias. Donc, on devait le faire plus rapidement pour ne pas que ça crée d'autres choses. Donc, les parents ont essayé de rassembler les sous nécessaires et on s'est rendu à l'hôpital en question. On l'a fait. On n'a pas terminé parce que ça devait, je crois, je devais faire 5 séances. J'en ai fait au laser. C'est pas des... On n'endort pas. Tu es juste assis et puis il y a juste un appareil et puis tu reçois comme des décharges électriques en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. On n'a fait que 2 séances. Et après, le médecin nous a dit qu'il partait chez lui au pays pour ses congés de Noël. Et Donc, vous aviez déjà commencé ces séances? on avait déjà commencé la séance, les 2 séances. Donc, il fallait faire les 3 3 autres. Donc, il part en congé. Et pendant ce laps de temps-là, je commence à ressentir des choses bizarres au niveau des yeux. J'explique aux parents. Mais sur le coup, ils ne sont pas trucs. Et puis, moi non plus. Mais sauf que ça me dérangeait. J'avais l'impression que ça ne faisait que s'agrandir. Donc, on passe le 31, le 29, le 30, le 31. Le premier, je vois que ça c'est carrément... Mais le 2 janvier, je me lève et puis j'ai l'impression que je me suis levée 3 fois, mais est-ce qu'il ne fait pas jour, en fait? Est-ce qu'il ne fait pas jour? Je me suis rendu compte que oui, il fait jour. Le 2 janvier 2017. Donc, je me suis rendu compte que oui, mademoiselle, il fait jour, mais tu ne vois pas. Il fait jour, mais tout est noir. Donc, je connais le chemin je connais la maison, donc sans panique, je vais vers ma mère, je lui dis, maman, je ne vois pas. Paniquée, elle se réveille, qu'est-ce que tu ne vois? Elle me dit ça, je suis perdue en fait. Donc, elle commence à paniquer. Je ne sais pas si tu l'as peut-être remarqué, mais je suis quelqu'un qui est beaucoup sereine. Donc, je ne panique pas. On appelle mon père et puis on se rend chez mon ophtalmologue, le même qui me suit depuis que j'ai 8 ans. Donc, quand on arrive, il nous dit, ah, mais ce qu'on craignait est arrivé. Je vous conduis chez tel médecin. Je ne sais pas le nombre de médecins, le nombre d'ophtalmologues que j'ai vu depuis 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Et on a tourné. On va chez le médecin qui nous dit que il est désolé, mais le pire est arrivé. La douche froide, c'est que ça ne se fait pas ici, ça se fait à l'étranger. Où est-ce qu'on va trouver les fonds pour le faire? Venant d'une famille modeste, c'est compliqué. Mais ce qu'il nous propose, c'est juste de faire le reste des lasers. Parce que celui-là, l'œil droit était à rattraper avant que, par contre, l'œil gauche était foutu. Donc, l'œil droit, on pouvait encore le rattraper. Et il nous a fait les lasers à des prix vraiment... Je pouvais pas... Non, en fait, je pouvais pas penser qu'il pouvait nous faire ça, en fait.
le prix était tellement bas. Parce que je pense que c'est la situation qu'il a vue. Donc, sur le coup, on rentre à la maison. À chaque fois que le médecin parlait, je regardais mon père parce que je suis beaucoup plus attachée à mon papa. C'est la sérénité, en fait. Parce que si mon papa, il flanche, je ne tiens pas. Tout à fait. Donc, on rentre à la maison. Les parents sont vraiment déboussolés. Parce que, par exemple, chez mon ophtalmologue, quand on sort de l'hôpital, la secrétaire qui me connaît, qui connaît les parents, avec ma maman, ils commencent tous à pleurer, en fait, à l'hôpital. Je ne comprends pas ce qui se passe. En fait, vous entendez les pleurs. Mais... Je voyais, parce que là, ici, j'arrivais quand même à me débrouiller avec quand même. Donc, j'apercevais, mais par contre, ici, c'était foutu. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, les gens pleuraient et ils ont commencé à pleurer. Ils disent, ah, mais comment est-ce que ça peut arriver à quelqu'un qui a cet âge? Parce que c'est un truc qui arrive vraiment aux personnes âgées. Donc, je ne pleure pas. Parce que sur le coup, je ne vois pas l'utilité de pleurer. Pour moi, tant que mon papa reste serein, c'est que ça peut aller. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Donc, c'est comme ça qu'on nous dit que finalement, par pure grâce, il y a une spécialiste qui fait cette opération. Hein, et elle vient en février. Nous dit le prix de l'opération qui est sans prise en charge, sans assurance. Là, je commence à comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Vas-y, c'est probable que vous restez comme ça toute la vie. Je me dis, mais à ce prix-là, comment est-ce qu'on fera? Mais bon, ça devient donc un stress. Émotionnellement, c'est fatigant parce que tu n'as pas l'habitude d'être dans le noir. Et puis, du coup, tu passes de la lumière à la nuit. Donc, on vit avec. Je m'adapte. Par contre, les premières semaines, je suis partie à l'école. Quand ça a commencé Après, quand on a fini tous ces tours à l'hôpital au départ, je suis partie à l'école. Vous avez repris le chemin de l'école. Mais j'ai pas fait 2-3 jours, pas plus. Parce que je pouvais plus. Tu te débrouilles avec un seul œil qui n'est même pas vraiment en forme. Donc, quand je rentre, c'est impossible. J'ai des migraines. J'ai besoin de quelque chose pour calmer ça instantanément. Ça ne passe pas, donc j'ai arrêté. Faut rester courageuse. On commence à me parler de braille. Oui, c'est-à-dire on commence même à proposer des solutions pour aveugles. C'est là que j'ai commencé à sombrer. C'est juste une petite période, ça n'a pas été long. Quand j'entends des proches me dire tu vas faire le braille, je dis pourquoi moi je ne suis pas aveugle. On ne vous a pas dit que c'est impossible que je retrouve la vue. Même si vous pensez que non. Mais quand même, quand tu es tout seul, tu ressens ça. Tu es jeune. Donc, du coup, ta vie change. Tu ne sors plus. Tu sors que pour... Voilà quoi. L'hôpital. Je n'ai jamais... Depuis on va à l'hôpital où on m'a opéré, j'ai jamais vu... Je ne peux pas dire le nom, mais c'est un hôpital qu'on connaît tous très bien. Je n'ai jamais vu vieux clair comme ça. Je sais qu'on est arrivé juste à cause de l'odeur de l'endroit. Et il y a des trucs qui, quand on arrive, la voiture fait un truc là. Donc, j'ai dit, maman, on est arrivé. Elle dit, oui, tu as fini par t'habituer. J'ai dit, oui. J'ai compris qu'effectivement, on a un sixième sens qui se développe automatiquement. Donc, c'est comme ça que je faisais pour reconnaître certaines choses. Donc, quand on va, je sais qu'on est arrivé parce que l'odeur est bizarre. Mais là, excusez-moi de vous couper. À mi-parcours déjà de votre témoignage, j'aimerais savoir, quand c'est arrivé, vous aviez dit que les médecins ont commencé à dire ce qu'on craignait est arrivé. Est-ce qu'auparavant, dans les diagnostics, il a été dit que vous risquez de perdre la vue? Oui. Quand je suis allée pour mes soins annuels, avant qu'ils ne me proposent le laser, c'est ce qui a été dit. Que pour ne pas que le pire se produise, il fallait qu'on fasse les lasers. Les séances pour solidifier la cornée.
les deux cornées au niveau des yeux pour ne pas que ça fasse ce qui ne doit pas arriver. Donc, vous voyez que c'est une erreur de la part des médecins qui n'ont pas été professionnels, qui ne nous ont pas donné les directives à suivre quand on finit un laser. Donc, ils étaient déjà au courant. Ils avaient dit ça. C'est pour ça qu'ils ont dit ce qu'on craignait. Et j'avais une seconde question également. Vous aviez dit que le médecin, après 2 séances, est parti pour les congés. Pendant tout ce temps où vous avez fait le tour des autres hôpitaux, on vous propose une opération. Le médecin n'est toujours pas revenu de ses congés? Non, parce que ça a été vraiment rapide. Ça a été vraiment rapide. Dans la même semaine, il n'est pas là. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Oui. Donc, avant qu'il ne vienne, c'est là qu'on a fait la suite des autres lasers. Et il est revenu. D'accord. Donc, c'est quand il est revenu qu'on est retourné vers lui pour lui dire voilà ce qui s'est passé. La situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous ont dit qu'on allait juste attendre que la dame qui doit faire l'opération vienne pour qu'on puisse le faire. Espérons que le laps de temps là, ça ne fatigue pas parce qu'arrivé à un certain moment, on ne peut pas rattraper. C'est pas évident. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. On a attendu. On a cherché les fonds. J'ai eu la chance d'être vraiment très entourée. Mes amis étaient vraiment là. Mes amis de classe étaient là. Donc, un peu partout, il y a les proches de la famille, les amis des parents, de l'église. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Et on a réuni la somme. Et Dieu merci, eux aussi, ils ont essayé de diminuer, je vais dire gracieusement, mais on était toujours à coup de millions. Mais ils ont diminué parce que moi, je pense qu'ils se sentaient coupables. D'une part. Oui. Ça ne pouvait pas changer les choses, mais c'est ça, en fait. C'est déjà fait. Donc, il y a eu plein de trucs parce que je suis quelqu'un qui a quelques soucis de cœur, donc il fallait stabiliser certaines choses, il fallait faire ça. Franchement, ça a été vraiment difficile pour moi de pouvoir rester forte. Mais à cause de la famille qui était à côté, des amis, des amis des parents qui étaient là, qui prenaient des nouvelles, qui viennent te saluer alors que tu n'as pas encore été opéré. Oui. Parce que ma maman dit toujours, on vend une maladie. Chez nous, en Afrique, on vend la maladie. C'est pas quand tu vas t'asseoir sur le mal de ton enfant que ça va. On vend la maladie. Donc, il faut qu'ils sachent, tout le monde va prier pour toi, tout le monde va positiver avec toi. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Et puis après, l'opération a lieu. On finit, ça se passe bien. On nous prescrit une tonne de médicaments à utiliser. Donc, il faut que je cicatrise. On m'a donné, je crois, 2-3 mois pour pouvoir cicatriser. Donc là, c'est fermé. L'opération a déjà eu lieu. Donc là, du problème qui survient le 2 janvier matin jusqu'à l'opération, combien de temps s'est écoulé? On m'opère le 10 février. Le 10 février. Donc, le 10 février. Un mois pratiquement après. Après. Plus d'un mois après. On m'opère le 10 février. Je sors quelques jours après et on prend les médicaments. Maintenant, il faut faire un suivi. Ils ne nous ont pas prescrit d'antidouleurs parce qu'après les opérations, une opération qui a duré quand même des heures. Donc, je ne dors pas parce que les douleurs sont atroces. On ne m'a pas prescrit d'antidouleurs. Je suis obligée de vivre avec. Donc, personne ne dort à la maison. Personne ne dort à la maison parce que je ne peux pas dormir. Et je ne peux pas dormir sur mon côté gauche. Je ne peux pas dormir ici. Donc, mes parents veillent avec moi. Papa fait, après, maman prend le relais parce qu'ils vont aller au travail. Et puis, mes amis de classe venaient et d'autres amis venaient. Donc, comme si chacun savait à quelle heure je devais prendre les médicaments, en fait. Donc, quand ils viennent, ils me mettent les gouttes, on me donne les médicaments. Même si mes parents ne sont pas là ou ma soeur n'est pas là, mes copines viennent. Donc, est-ce que tu as pris tes médicaments? Est-ce que ça... Et en un mois,
C'est-à-dire que jusqu'en mars, j'avais complètement retrouvé la vue. Et moi, j'ai dit que je suis convaincue que c'est mon entourage qui a fait que je suis passée au-dessus de tout ça. Parce que je ne suis pas restée seule. Et je ne me suis pas renfermée. Je ne voulais pas rester seule. Non, ça, je ne voulais pas. Il fallait que je sois entourée. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Oui. Parce que c'est plus facile de sombrer quand on est seul. Quand on est seul, surtout. Donc, pour moi, depuis que je suis enfant, je me suis toujours mise en tête que je suis une guerrière. Donc, c'est comme ça que une guerrière ne tombe pas, en fait. La guerrière, elle est là, elle doit veiller sur son peuple. On va au-delà des épreuves. On va au-delà. Donc, quand tu es une guerrière, là, c'est pas ça qui va te mettre des limites. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Et étant chrétienne, donc, la foi passe au-dessus de tout. Exactement. Donc, j'ai la foi que je serai guérie plus vite que les médecins le pensent, parce que je leur dis que ça, c'est un challenge. Je reviendrai ici en 1 mois, en moins de 2 mois, en fait. Parce que je veux dire qu'en moins de 2 mois, quand même, j'ai vite récupéré. Donc, il fallait que je m'adapte maintenant à ma nouvelle vie, parce que les puissances ont augmenté. Donc, je vais porter des lunettes qui sont plus lourdes qu'avant. Le regard des autres. Parce qu'avant, quand je portais les verres, on se moquait. Harry Potter, il y avait tous les noms qu'on pouvait me donner. Donc là, maintenant, tu vas porter des lunettes où il y a un côté qui est énorme. Et puis l'autre un peu plus. Il faut que tu t'habitues à ça. Parce que même si tu n'es pas à l'école, tout le monde ne sait pas ce que tu as vécu. Donc comment est-ce que tu vas accepter ce qu'on dit? Les premiers moments, c'était vraiment difficile parce que je sais que j'ai été... Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, qui s'est moqué. Sur le coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Mais après, avec le temps, je dis, mais en fait, je préfère ça que ne rien voir. Du tout. Parce que ces mêmes-là n'étaient pas là. Ils ne savent pas ce par quoi je suis passée. Ils n'ont jamais connu le noir. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça avoir de l'influence sur moi. Il est qui? Il venait affecter déjà l'évolution. À ce niveau, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre opération. Après l'opération, qu'est-ce que c'était réellement? Les yeux étaient bandés? Qu'est-ce qui se passe en fait réellement après l'opération? Les premiers jours, oui. Les premières semaines, la première semaine, oui. Mais quelques jours après, on enlève la bande même. Mais je reste en lunettes noires. Mais est-ce que vous voyez? Non. On ne voit pas encore. Non, pas encore. C'est au fur et à mesure parce que c'est collé. Ici, c'est collé. Donc, il faut ouvrir avec puisque c'est quelque chose qui a été ouvert. Ils ont mis des choses à l'intérieur, ils ont arrangé. Donc, c'est encore fragile, ça fait mal, c'est douloureux. C'est que ma mère et puis ma soeur qui ouvraient l'œil parce qu'ils avaient encore le courage. Mon papa l'a fait une fois. Il l'a vu au bord des larmes, il n'a plus refait. Parce que je pense que cette période-là, la personne la plus affectée était mon père. Parce qu'on dit que je suis sa préférée. Donc, il n'arrivait pas à digérer. Il n'arrivait pas à rester... On ne pouvait pas rester dans la même pièce longtemps. Parce que ça ne va pas. Il a l'impression qu'il a fauté quelque part. Ou est-ce que ça n'a pas marché? Et puis, mon enfant est dans cet état. Parce qu'on essaie déjà de trouver des solutions pour adapter. Donc là, après l'opération, vous commencez à voir, c'est pratiquement des 2 yeux. Les 2 yeux sont fonctionnels. Oui, là, avec le laser, on a terminé le laser. Donc, avec le temps, lui, il avait déjà commencé à être au top. Maintenant, c'est l'œil gauche qui devait maintenant... prendre un peu plus de temps. Oui. Les premières semaines, j'avoue que j'ai eu peur. Parce que j'ai dit, mais 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien du tout. J'ai peur. Parce que ça peut ne pas marcher. Oui. C'est pas garanti. Donc, il faut faire ouverture. Et puis après, j'ai vu que ça devenait vert par moment. Et dit, bon, si on commence à voir un peu le couleur, c'est que... c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est déjà un bon signe. C'est comme ça que c'est passé. Et petit à petit, ça a guéri. Tout seul. Avec le temps. En 1 mois. Sauf que là, je portais toujours les lunettes. Je pense que j'ai porté les lunettes de soleil pendant 1 an pratiquement. Je sortais jamais sans mes lunettes. 1 an après, par moment, je le faisais. Mais ça me fatiguait beaucoup.
l'air, enlever mes lunettes pour que l'air tape mes yeux, c'est douloureux, ça fatigue. Donc, je suis obligée de garder mes lunettes beaucoup parce que j'ai toujours en lunettes, vous savez pas ce qu'il y a vu. Donc, je peux pas m'en séparer parce que ça fait mal. C'est ce que j'ai vécu. Donc, c'est comme ça que là, j'ai gardé. Un an après, je continuais les lunettes, mais ça m'énervait. Donc, j'ai fermé, ça y est, là même. J'ai fermé, j'ai déposé, j'ai dit, toi et moi, C'est fini. c'est bon, ça suffit. Mais est-ce qu'on ne pense pas à ce qu'on a vécu? On ne se dit pas que ça peut revenir. Si, puisque les médecins l'ont dit, Ils ont dit que je peux récidiver. Wow. Donc, je dois faire... Les lasers, par contre, je dois les faire couramment. Mais je n'en ai pas encore fait. À quelle fréquence? Au moins chaque 2 ans. Au moins chaque 2 ans. Mais depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui 2025. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Peut-être parce que je ne suis pas encore prête mentalement. Parce que je me dis que, et si je vais faire, et puis, ça me lâche encore. On dit, non, ça ne va pas se faire. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais quand vous allez trouver le moyen moins douloureux de faire un laser, je vais le faire. Parce que je trouve ça douloureux. J'en ai marre, en fait. De toujours souffrir pour mon propre corps. J'en ai marre. Pour l'instant, laissez-moi profiter de la vue, même si ça fait 8 ans maintenant. Mais c'est pas grave, en fait. Je pourrais vraiment vous conseiller de le refaire. Oui, ça va se faire. Là, durant cette période, vous avez dû arrêter l'école. À quel moment vous reprenez? Dès que je suis rétablie, je reprends les cours. En mars? Dès que vous avez commencé à voir, ça n'a pas créé de problème? Fin mars, je reprends les cours, mais vraiment avec rébellion. Parce qu'on m'a interdit, les parents, en fait. Laisse, l'année prochaine, tu vas reprendre. Laisse, l'année prochaine, tu vas reprendre. Je dis non, on est déjà lancé, donc. Et puis, les gens n'étaient pas sûrs que j'allais continuer. J'ai dit non, je vais continuer. Je pense que j'ai perdu 2 mois. Je vais essayer de rattraper. On était encore dans le 2e trimestre. Oui. Après, donc, je vais rattraper le 2e trimestre avec les devoirs, me remettre à jour. Mais franchement, je n'ai pas pu me remettre à jour, surtout parce que c'était difficile. Exactement. Mais comme j'apprenais facilement, je préférais qu'on m'explique, tu m'expliques et puis c'est fini. En même temps, on essaie de vraiment rattraper le J'ai rattrapé vraiment mes retards. Je n'étais pas... Bon, il y a des moments où je n'allais pas tout le temps parce que j'étais toujours en période de convalescence. Donc, j'allais vraiment quand ça allait très bien. Mais il y a quelques peu dans la semaine, je peux rater peut-être 1 fois, puis 2 fois. Mais comme les emplois du temps étaient flex, donc ça m'arrangeait. Je prenais le temps de guérir. Mais je ne me voyais pas. J'avais l'impression que si je reste, je suis à la maison, je fais quoi en fait? Donc, vous avez préféré reprendre le chemin de l'école. Vous n'étiez pas en classe d'examen? J'étais en première. Ok. Donc, au moins, là, on peut dire qu'on pouvait vite rattraper les choses. À la fin de l'année, ça a été succès, réussite. Il ne peut pas reprendre. C'est pas possible. Nous rendons grâce à Dieu. Donc dans cette épreuve aussi douloureuse que vous avez vécue, qui a affecté également votre famille, est-ce qu'aujourd'hui, toute la famille est rétablie? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là qui existe au niveau des parents de voir qu'on peut arriver encore à là? Si. Ils font semblant, mais j'observe. J'observe beaucoup. Et je le dis encore, le plus affecté, c'est mon père. Donc, à tout moment, il faut que tu ailles en consultation. Ils veulent tellement pas que quelque chose se reproduise encore, qu'il faut faire ça, faut faire ça. Donc, je pense qu'il y a encore les séquelles parce que ça a été une étape vraiment difficile. Aujourd'hui, je pense que je suis fière de moi parce que j'arrive à en parler. 8 ans plus tard, j'arrive à en parler sans pleurer. Parce que ce sont des étapes difficiles. Aujourd'hui, je prends ça pour rire. Je dis, bon, c'est arrivé. Ça pouvait ne pas marcher. Et puis après, il y a des situations plus difficiles que ce que j'ai vécu qui sont arrivées. Donc, je me suis dit, en fait, je devais me préparer à d'autres choses. Donc, il fallait que mon esprit soit encore plus préparé à ce qui allait venir. Donc, d'accord. À quelque chose malheureux, bon. Merci pour ce témoignage que nous avez partagé. J'avoue que j'ai moi-même été quelque peu bouleversée. Je me demande, mais comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà? Aujourd'hui, vivre comme si de rien. Parce que moi, on ne m'aurait pas raconté ça. Je ne pouvais pas croire.
Du coup, pour chaque fille aujourd'hui, ou bien une jeune fille qui traverse une situation, une épreuve aussi bouleversante que la vôtre, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Je vais dire de ne pas baisser les bras, mais c'est facile à dire qu'à faire. Mais ne vous laissez pas renfermer. Parce que plus tu veux rester toute seule, tu t'enfonces. Accepte la main que ceux qui sont à côté te tendent. Accepte. Parce que c'est ce qui va te permettre de te relever. On ne peut pas se faire toute seule. C'est pas possible. On dit, ah, je me suis relevée. Non, je ne me suis pas relevée. Personne ne se relève seul. Il y a au moins quelque chose, même si c'est un idole ou je ne sais quoi, mais il y a au moins quelqu'un ou quelque chose qui te donne l'envie de te relever. Donc, il faut accepter de se faire aider. Et puis, il faut se dire que rien n'arrive au hasard. Rien. Franchement, rien de ce qu'on vit n'arrive au hasard. C'est forcément pour nous préparer à quelque chose. C'est difficile sur le coup. C'est normal de flancher, de pleurer. Ça par contre, il faut le faire, il faut pleurer, il faut dire que je suis fatiguée, j'en ai marre. Mais quand tu finis, il faut que tu te relèves. Quand tu finis, il faut que tu te relèves. J'ai pleuré, oui, je suis fatiguée, mais relève-toi. Parce que le chemin est encore long. Dis-toi que ce que tu es venu faire sur cette terre, tu n'as pas encore accompli. Donc si tu flanches, qu'est-ce que tu vas... Demain, tu racontes quoi à tes enfants? Tu racontes quoi aux gens quand tu seras l'aîné, en quelque sorte, d'une famille ou d'un endroit? Tu racontes quoi? Tu vois, c'est comme si demain, j'ai quelque chose à dire, je suis passée par là et tu sers d'exemple. Oui. Parce que tu as un exemple de résilience. Demain, ça ne va pas. Tu sais qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu n'as pas peur, en fait, d'aller vers les gens. Franchement, pour moi, il faut accepter l'aide des gens. C'est facile à dire. Qu'à faire. Mais il faut accepter d'être entouré. Il ne faut pas se rétracter. C'est peut-être souvent aussi, peut-être que je vais le dire, mais il y a des personnes nées comme ça. Tout le monde ne peut pas naître avec ça, mais je pense que la vie nous forge. Donc, c'est la vie qui m'a forgé et j'ai pu surmonter ça. Donc, on n'a pas tous la même manière de vivre certaines situations, mais tant que tu acceptes d'être entouré, tu acceptes de guérir, parce que c'est les pensées en fait. Tout part aussi de la tête. Tout part de la tête. Si tu es négatif, tu vas forcément attirer les mauvaises. Donc, tout va s'empirer. Donc, pour moi, c'est d'être positif. Donc, vraiment, en un mot, il faut rester positif. Il faut s'entourer des gens. Il ne faut pas rester seul. Il faut rester positif et s'entourer de nos proches. Merci pour ce témoignage et pour votre disponibilité. Chères jeunes filles, nous ne savons pas ce que vous traversez aujourd'hui ou ce que vous allez rencontrer demain. Mais sachez que chaque épreuve a une issue. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Il y a également le programme national du gouvernement pour vous aider à aller au-delà. L'ONG Save Your Mind qui organise aujourd'hui Mental de femmes pour vous aider à libérer la parole est également là pour vous. Vous avez des personnes comme Mademoiselle Danila aujourd'hui qui sont là pour vous partager leur expérience et vous aider à surmonter chaque épreuve que vous vivez. Vous n'êtes pas seul. Faites-vous entourer par les personnes qui vous aiment. Priez et croyez en vous. Sachez que rien n'est éternel. Tout a toujours une meilleure issue. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans un nouveau épisode de Mental de Femmes. À bientôt.